Partie 1. Des origines bourgeoises à la carrière militaire sous l'Ancien Régime, 1753 à 1796. Louis-Alexandre Berthier naquit le 20 février 1753 à Versailles. Au cœur de la monarchie française. Son père, officier dans le corps du génie, appartenait à cette bourgeoisie militaire qui, sans être noble, avait trouvé dans les armes une voie de reconnaissance sociale. Dès son enfance, le jeune Berthier fut plongé dans l'atmosphère des camps et des casernes. Observant avec une curiosité sans borne la rigueur des plans, la géométrie des fortifications et l'art des déploiements, sa vocation militaire se dessina très tôt. Mais ce n'était pas la fougue du cavalier ni la passion du sabreur qui l'animait. Ce qui fascinait Berthier, c'était l'ordre, la précision, la mécanique invisible qui permettait à une armée de fonctionner. Il avait l'esprit d'un organisateur plus que d'un héros d'assaut. Entré très jeune dans le corps des ingénieurs géographes, il acquit une solide expérience dans l'art de la cartographie et de la topographie. Domaines essentiels à la guerre moderne. Cette formation technique, souvent dédaignée par les soldats avides de gloire, allait faire de lui l'un des officiers les plus précieux de son temps. Au service du roi, il participa à plusieurs campagnes avant la Révolution, notamment en Amérique, où il accompagna l'expédition française venue soutenir les insurgés contre l'Angleterre. Cette expérience du Nouveau Monde, du combat lointain et des logistiques complexes renforça son goût pour l'organisation et le renseignement. Deux qualités qui deviendraient sa marque. La Révolution française bouleversa les structures militaires. Tandis que nombre d'officiers nobles émigraient, Berthier demeura fidèle à son pays. Son profil technique et son efficacité le firent remarquer par les nouveaux généraux de la République. En 1793, il servit sous les ordres de Lafayette puis de Rochambeau, avant de rejoindre l'armée d'Italie. C'est là qu'il rencontra pour la première fois le général Bonaparte, jeune Corse encore peu connu mais dont le génie éclata rapidement à Lodi et à Arcole. Entre les deux hommes s'installa immédiatement une relation singulière. Napoléon, stratège visionnaire mais impatient des détails, trouva en Berthier l'homme qui pouvait traduire ses intuitions fulgurantes en ordre clair. En manœuvres coordonnées, en rouage précis, Berthier devint son double administratif, l'artisan silencieux qui transformait le génie créateur du chef en machine de guerre redoutable. Pendant la campagne d'Italie, il organisa les transmissions, les déplacements, la logistique. Ses cartes et ses rapports permettaient à Bonaparte d'avoir une vision globale du terrain et de prendre des décisions rapides. En 1796, déjà, Berthier était considéré comme un officier indispensable. Son tempérament calme, méthodique, contrastait avec l'ardeur bouillonnante de ses camarades maréchaux en devenir. Il n'avait pas l'éclat d'un Ney, ni la rigueur guerrière d'un Davout. Mais il possédait ce talent rare sans lequel aucune armée ne peut vaincre, celui de faire fonctionner l'ensemble. À mesure que Napoléon multipliait les victoires en Italie, Berthier consolidait sa place d'homme de confiance. Ainsi se dessinait un duo qui allait marquer toute l'épopée impériale, le génie du commandement et l'ordre de l'état-major. L'inspiration et l'exécution. Partie 2. L'architecte de l'état-major de Napoléon, 1797 à 1805. Après la première campagne d'Italie, Berthier devint inséparable de Bonaparte. Lorsque le général corse fut envoyé en Égypte en 1798, Berthier l'accompagna comme chef d'état-major. Dans cette expédition périlleuse, où la logistique constituait le défi majeur, il démontra une fois de plus son sens de l'organisation. Les batailles de Pyramide et d'Aboukir révélèrent le génie tactique de Napoléon. Mais dans l'ombre, Berthier était celui qui transcrivait, distribuait et faisait exécuter les ordres, assurant que les divisions agissaient en harmonie. Si la campagne d'Égypte fut finalement compromise par la flotte britannique et l'isolement des troupes, elle renforça l'amitié et la confiance entre les deux hommes. Lors du retour en France et du coup d'État du 18 Brumaire, 1799, Berthier se rangea naturellement aux côtés de Bonaparte.
Il fut l'un des artisans de cette prise de pouvoir qui mit fin au directoire et inaugura le consulat. Dès lors, il devint l'homme clé de l'appareil militaire. Napoléon, premier consul, puis empereur en 1804, le nomma ministre de la guerre et lui confia l'organisation générale des forces armées. Berthier excellait dans cette fonction, il transformait les plans souvent improvisés de l'empereur en directives claires, compréhensibles et applicables par les généraux. Il était celui qui donnait une structure à la vision. En 1800, lors de la seconde campagne d'Italie, il accompagna Napoléon au passage du Grand Saint-Bernard, à Marengo, bataille décisive qui assura la domination française sur la péninsule. Berthier fut encore l'homme de l'ombre qui fit circuler les ordres avec une rapidité exemplaire. Le soir même de la victoire, il coordonna le redéploiement des troupes, garantissant que le succès ponctuel se transforma en avantage durable. Sa réputation était désormais solidement établie, aucun autre chef d'état-major en Europe ne pouvait rivaliser avec son efficacité. Lorsque Napoléon proclama l'Empire en 1804, Berthier fut récompensé par le bâton de maréchal et le titre de prince de Neuchâtel. Cette élévation marqua la reconnaissance de ses services. Pourtant, malgré ses honneurs, il resta toujours en retrait par rapport aux maréchaux de champ de bataille. Sa gloire était discrète, sans panache ni récits héroïques. On le voyait rarement sabre à la main au milieu des charges. Mais tous savaient que sans lui, la grande armée n'aurait pas pu se mouvoir avec cette rapidité et cette cohésion qui stupéfiaient l'Europe. La campagne de 1805, contre la Troisième Coalition, fut le couronnement de ce système. Alors que Napoléon concevait son plan audacieux pour envelopper l'armée autrichienne, Berthier s'assurait que chaque corps d'armée reçût ses ordres en temps voulu, que les vivres fussent disponibles, que les déplacements s'enchaînassent sans chaos. À Ulm, la capitulation autrichienne fut autant une victoire de l'organisation que du combat. Puis vint Austerlitz, sommet du génie napoléonien, tandis que l'empereur trompait ses adversaires et choisissait le terrain. Berthier traduisait ses intentions en ordre précis. L'armée française, parfaitement coordonnée, exécuta la manœuvre avec une discipline remarquable. La victoire, éclatante, consacra Napoléon comme maître de l'Europe. Dans les coulisses, Berthier en fut le garant silencieux. Ainsi, à l'aube de l'Empire, Berthier s'était imposé comme le véritable architecte de l'état-major. Sa loyauté, son sens du détail, son endurance dans le travail faisaient de lui le complément indispensable au génie fulgurant de Napoléon. Alors que d'autres maréchaux brillaient par leurs victoires individuelles, lui restait l'homme de la constance et de la précision. Celui sans qui la machine impériale n'aurait pu fonctionner. Mais déjà se profilaient de nouveaux défis, et Berthier allait devoir soutenir l'effort de guerre dans des campagnes encore plus vastes et plus sanglantes. Partie 3. Le maître d'œuvre de la Grande Armée face aux épreuves, 1806 à 1813. Après Austerlitz, la machine militaire de Napoléon semblait invincible. Dans la campagne de 1806 contre la Prusse, puis en 1807 contre la Russie, Berthier confirma son rôle central. À Iéna et Auerstedt, les corps d'armée manœuvrèrent avec une précision remarquable. À Eylau, malgré la confusion et la violence des combats, Berthier s'assura que les ordres circulassent, que les réserves fussent engagées au bon moment, sauvant ainsi l'armée d'un désastre. À Friedland, il fut encore l'homme qui transforma l'intuition de Napoléon en directives claires et exécutables. Le traité de Tilsit, qui scella la paix avec la Russie, fut autant la récompense du génie impérial que du labeur acharné de son chef d'état-major. En 1808, la guerre d'Espagne marqua un tournant. La guérilla, les difficultés d'approvisionnement, la résistance populaire et la ténacité britannique mettaient à rude épreuve l'organisation française. Berthier dut composer avec des lignes de communication étirées, des généraux jaloux de leur autorité et une armée souvent démoralisée. Dans ce chaos, il tenta de maintenir l'ordre. Mais la situation dépassait parfois même ses capacités.
L'Espagne révéla les limites d'une armée habituée aux grandes batailles rangées et montra combien l'état-major devait lutter contre des réalités politiques et sociales impossibles à maîtriser par la seule discipline. Pourtant, Berthier demeurait l'indispensable pivot du système. En 1809, lors de la campagne d'Autriche, il participa à la préparation des opérations qui culminèrent à Wagram. La victoire fut coûteuse, mais elle démontra encore une fois la capacité de Napoléon à concevoir de vastes plans et celle de Berthier à les exécuter. L'empereur avait besoin de ce collaborateur méticuleux, capable de travailler des nuits entières pour rédiger, recopier et transmettre des dizaines d'ordres chaque jour. À la tête de son état-major, Berthier était l'horloger de la Grande Armée. L'épreuve suprême vint en 1812 avec la campagne de Russie. Jamais dans l'histoire moderne une armée d'une telle ampleur ne s'était mise en marche. Plus de 600 000 hommes, issus de toutes les nations de l'Empire, franchirent le Niémen. Pour Berthier, la tâche était titanesque, organiser les vivres, les munitions, les itinéraires, coordonner des corps d'armée dispersés sur des centaines de kilomètres. Il rédigeait des ordres inlassablement. Mais la réalité dépassait tout effort humain. Le climat, la distance, la stratégie de la terre brûlée russe rendaient impossible une organisation parfaite. À Borodino, la bataille fut d'une violence inouïe. Napoléon hésita, donna des directives parfois contradictoires. Et Berthier se trouva pris entre l'inspiration fulgurante et le manque de clarté. L'armée l'emporta, mais au prix de pertes effroyables. Puis ce fut Moscou, la ville incendiée, le désarroi et, bientôt, la retraite. Dans ce cauchemar glacé, l'organisation se désintégra. Berthier, épuisé, tenta encore de maintenir une chaîne de commandement. Mais la faim, le froid et les attaques incessantes réduisaient chaque jour la grande armée. La retraite de Russie brisa son énergie. Lui, l'homme du travail méthodique et du contrôle, voyait l'ordre se dissoudre dans le chaos. Il accompagna Napoléon jusqu'au bout. Mais son moral fut profondément atteint. L'année suivante, lors de la campagne d'Allemagne en 1813, il continua d'exercer son rôle d'état-major. Mais sans l'ardeur d'autrefois. Les batailles de Lutzen, Bautzen, Dresde puis Leipzig marquèrent une lente érosion de la puissance impériale. Berthier, fidèle, resta à son poste, mais il semblait désormais fatigué, usé par 20 années de service ininterrompu. Lorsque l'armée recula au-delà du Rhin, puis que la France elle-même fut envahie, il était encore là, rédigeant ses ordres, tentant d'imposer de l'ordre dans le désastre. L'homme qui avait incarné la rigueur et l'efficacité devenait le témoin d'un monde qui s'écroulait. Pourtant, sa loyauté envers Napoléon demeurait intacte. Il avait été de toutes les campagnes, de toutes les victoires et de toutes les défaites. Mais à mesure que l'Empire s'effondrait, Berthier semblait perdre cette force tranquille qui l'avait caractérisé. Sa santé, son esprit, sa confiance se fragilisaient. La fin approchait. Et pour lui elle serait aussi brutale que pour l'empereur qui l'avait servi avec tant de constance. Partie 4. La chute de l'Empire et la mort mystérieuse de Berthier, 1814 à 1815. En 1814, après la campagne de France et l'abdication de Napoléon à Fontainebleau, le destin de Berthier bascula. Fidèle entre tous à son maître, il se trouva face à un dilemme insurmontable. Lorsque les souverains alliés restaurèrent les Bourbons sur le trône avec Louis XVIII, Berthier, comme la plupart des maréchaux, choisit de prêter serment au nouveau régime. L'empereur vaincu avait renoncé, et il semblait que la France, épuisée, n'aspira plus qu'à la paix. Pour cet homme qui avait voué toute sa vie au service militaire, la transition fut douloureuse. Il accepta néanmoins ses nouvelles fonctions honorifiques et se retira dans ses terres. Portant désormais les titres princiers que Napoléon lui avait conférés mais cherchant à se faire oublier dans le tumulte de la Restauration. L'année suivante, l'histoire frappa à nouveau. En mars 1815, Napoléon s'évada de l'île d'Elbe et marcha vers Paris dans cette chevauchée incroyable qui restera connue sous le nom des 100 jours.
Tandis que Ney et d'autres maréchaux hésitaient puis rejoignaient l'empereur. Berthier demeura paralysé. Il avait juré fidélité aux Bourbons. Mais son cœur restait attaché à Napoléon. Sa loyauté, d'ordinaire si claire et absolue, se transforma en déchirement, dans sa maison de Bamberg, en Bavière, où il avait suivi son épouse, princesse de la maison de Wurtemberg. Il se tenait à l'écart, incapable de choisir entre l'ancien maître et le roi restauré. Lorsque Napoléon reprit le pouvoir, Berthier fut sollicité pour rejoindre l'état-major. Mais il n'osa pas, craignant de se mettre à dos sa famille princière allemande. Craignant aussi de paraître inconstant. Il resta en retrait. Cette absence fut remarquée. L'homme qui avait été l'âme administrative de la Grande Armée manquait cruellement à l'empereur durant la campagne de Belgique. À Waterloo, l'état-major improvisé de Napoléon, désorganisé et brouillon, fut l'un des facteurs de la défaite. Beaucoup d'historiens ont souligné que la présence de Berthier aurait peut-être changé le cours des choses. Tant il savait transformer les intuitions en ordre clair et cohérent. Son absence fut comme une préfiguration de la fin, sans son horloger. La machine impériale s'enrayait. Quelques semaines après Waterloo, tandis que l'Europe célébrait la chute définitive de Napoléon, un drame étrange survint, le 1er juin 1815. Louis-Alexandre Berthier mourut à Bamberg, précipité d'une fenêtre de son palais. Les circonstances exactes de sa mort demeurent entourées de mystères. Accident, suicide, ou assassinat, les versions divergent. Certains affirment qu'il se jeta lui-même dans le vide, accablé par le poids de son dilemme et par la honte de n'avoir pas su choisir. D'autres parlent d'une chute accidentelle, peut-être due à une faiblesse soudaine. Quelques-uns, plus soupçonneux, évoquent l'hypothèse d'un meurtre commandité par des agents hostiles à Napoléon. La vérité, sans doute, s'est perdue dans les brumes de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que la fin de Berthier fut à l'image de son existence, discrète. Sans panache, mais lourde de sens, tandis que Ney mourait fusillé en criant « Vive la France !» et que Napoléon partait pour son exil à Sainte-Hélène. Berthier s'éteignait loin du tumulte. Victime d'un drame intérieur, sa mort marqua la disparition de l'un des piliers les plus solides de l'épopée impériale. Aujourd'hui, on se souvient de lui non comme d'un héros flamboyant, mais comme du cerveau administratif de la Grande Armée. Sans Berthier, les victoires d'Ulm, d'Austerlitz, de Wagram ou de Dresde n'auraient peut-être jamais été possibles. Son rôle fut celui de l'ombre, de l'ordre invisible qui permet aux éclairs de génie de s'accomplir. Fils d'officier du génie, devenu prince de Neuchâtel et maréchal de l'Empire, il incarna la continuité et la fidélité. Sa fin mystérieuse reste le symbole d'un homme broyé entre deux fidélités impossibles. Mais son nom demeure à jamais associé à l'extraordinaire mécanique guerrière qui fit trembler l'Europe sous Napoléon.